Bonjour à tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité nationale au Burundi. 5 février 1991, 5 février 2021, cela fait en effet 30 ans que la charte de l'unité nationale a été signée. Le 5 février de chaque année, les Burundais commémorent cette journée nationale de l'unité. Pourtant, certaines dates restent sombres dans l'histoire du Burundi. Il y a lieu de citer ici notamment les attaques armées qui ont eu lieu en novembre 1991, la guerre de 1993, la crise de 2015, etc. Tout emportant des vies humaines, poussant des Burundais à l'exil, mettant à mal le développement économique et social, les droits de l'homme, la justice, bref, le pays a souffert à travers plusieurs secteurs de la vie. Quel est alors l'état des lieux aujourd'hui, 30 ans après cette signature de la Charte de l'Unité nationale? Quels sont les défis, mais aussi qu'est-ce qui doit être fait pour mieux consolider l'unité entre Burundais? 4 invités sont avec nous sur le plateau. Adrien Sibomana, président actuel du Conseil national des Bashinganahe ou Abahuza, il va apporter cette précision. Vous étiez le Premier ministre dans le gouvernement qui a été mis en place après la signature de cette charte de l'unité nationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tassian Sibomana, vous êtes un acteur politique de l'opposition, ancien membre du comité central du parti UPRONA. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mais un rectificatif dès le départ, je le reste. Je suis toujours membre du comité central et porte-parole en plus. Du parti UPRONA. Du parti UPRONA. En tout cas, merci de m'avoir invité. En tout cas, acteur politique. Ah oui. Guillaume Rousovio, vous êtes le président du Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation. Bonjour et bienvenue. Et puis, nous sommes avec vous, Jean de Dieu Moutawazi, président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Bonjour. Bonjour aussi et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi, prise d'image de Dorine Ouimana et Désiré Nkurunziza, réalisation de Jérôme Nyonzima et au micro, Léonce Vitaligo. Encore une fois, bonjour et bienvenue. La première question, je vais l'adresser à vous, Adrien Sibomana. Pourriez-vous rappeler ou renseigner sur ce qui a été à l'origine de la Charte de l'Unité nationale en 1991? Oui, merci. Permettez-moi d'abord de rectifier. Je ne suis pas président du Conseil national de Bahuza parce que cela n'existait pas. Je suis président du Conseil national de Bashinganahe. Il faut bien noter que les Bahuza, ça ne change pas de les Bahuza ne sont pas encore élus. Voilà. Alors, pourriez-vous rappeler ou renseigner sur ce qui a été à l'origine de cette signature de la Charte de l'Unité nationale au Burundi, 91. Oui, merci. Si vous vous souvenez bien, c'était à peu près un an après la proclamation de la Troisième République. Et il y a eu des événements sanglants à Ntega et Marangara, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs. 1988. En août 1988. En ce moment-là, j'étais gouverneur de la province de Muramvya. Je me souviens bien que c'était quelque chose qui a fait, qui a provoqué beaucoup de peur au Burundi. Muramvya, c'est votre province natale? C'est ma province natale. Et nous avons eu de la chance. Les massacres ou les événements d'Ntega et Marangara ne se sont pas répandus sur d'autres territoires du Burundi. Il y a peut-être eu un incident quelque part, mais on n'en a pas parlé. Les événements se sont déroulés uniquement là. Alors, c'est après ces événements que le président de l'époque, Pierre Buyoya, le défunt Pierre Buyoya, a décidé de mettre en place une commission nationale
chargée d'étudier la question de l'unité nationale, qui était une commission paritaire. Après ces événements de 1988 à Nigamaranga. Absolument. Et cette commission, entre autres suggestions, elle a suggéré qu'il y ait une charte de l'unité nationale. Et elle a bien sûr suggéré beaucoup d'autres choses, par exemple des monuments d'unité, et bien d'autres choses. Et alors, cette charte a été rédigée et mise sous référendum et votée par la population burundaise en très grande majorité. Voilà la genèse de la charte de l'unité nationale. Et vous avez été désigné au Premier ministre quand? En octobre 1988, avant cette charte. Évidemment, j'ai quitté la commission et j'ai été remplacé, mais les autres ont continué à étudier, ils ont publié un rapport, c'est dans ce rapport que se trouve cette proposition. Et moi, évidemment, en tant que Premier ministre, j'avais le devoir de mettre en pratique ce que d'honorables citoyens, je dis bien honorables, parce qu'il y avait vraiment un choix au niveau des gens qui étaient remarquables, les membres de la commission. Oui, des politiciens, des gens qui avaient quand même de l'expérience. Et vous avez été nommé Premier ministre par votre appartenance ethnique ou d'origine, ou donc régionale. On parlait à cette époque on disait que ceux qui dirigeaient le pays étaient des Tutsis, la majorité en provenance de la seule province de Bururi au sud du pays, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne sais pas si le seul critère régional et ethnique est prévalu. Ou vous réservez? Non, je ne me réserve pas. Je peux dire ce que je pense, c'est n'importe quoi. Je disais que je ne sais pas si le critère régional ou ethnique a prévalu, mais je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres considérations. C'est possible qu'il y ait eu une volonté de faire des équilibres régionaux et ethniques. Ethnique, ça c'est sûr, mais régional, je ne suis pas sûr parce que les Hutus, on en trouve partout. Une petite question avant de passer le micro à d'autres intervenants ici sur le plateau. Parce qu'il y avait beaucoup de Quelle est l'explication donnez-vous ou donneriez-vous à l'assassinat du président Melchior Ndadaye et la guerre sanglante qui a suivi en 1993? Il n'y a pas une explication qu'on peut donner à des idioties. La charte de l'unité nationale avait été signée. Excusez-moi, il n'y a pas une explication qu'on peut donner à des idioties. Pour moi, c'était une idiotie. Mais la charte de l'unité nationale avait été votée au référendum promulgué. Mais l'unité nationale, rappelez-vous, c'est un idéal. Si vous vous souvenez bien, quand nous étions à l'école primaire, on nous disait prenez un panier rempli de bonnes oranges, mettez-y une orange pourrie et fera pourrir toutes les autres. La réciproque n'est pas vraie. Donc, malgré la charte de l'unité nationale, il suffit qu'il y ait une étincelle ou un élément mauvais, ou quelques éléments mauvais, tout peut basculer. C'est la seule explication que je peux donner quand tu as interprété une idiotie, de mon point de vue. Je crois que c'est difficile. Je vais me rendre chez vous, Guillaume Ruzovillo, président du Conseil national pour l'unité et la réconciliation. La charte de l'unité nationale a été signée il y a de cela 30 ans. Des crises répétitives se sont produites dans les années qui ont suivi. On peut dire que la situation est comment aujourd'hui? Vous présidez
un grand conseil. Je vous remercie. Comme vient de le dire Monsieur le ministre Sibomana, l'unité nationale, c'est un idéal. Alors, il s'agit pour les gouvernants et pour les gouvernés d'essayer de maintenir cet idéal par tous les moyens. Et malheureusement, nous voyons que les acteurs, il y a des acteurs partout dans le monde, des acteurs positifs et des acteurs négatifs. Alors, dire que, me demander, c'est que l'unité nationale aujourd'hui, il y a à 30 ans après sa signature, moi je vous dirais que selon les signes que je vois aujourd'hui, l'unité nationale est suffisamment maintenue. Il y a évolution. Il est suffisamment maintenue dans la mesure où nous voyons bien qu'il y a la paix sur tout le territoire national. Nous voyons que chacun peut vaquer paisiblement à ses activités. Nous voyons que même ce que les Burundis ont mis après la crise de 93 en marche, c'est-à-dire l'accord d'Arusha, est en train d'être appliqué, hein, n'est-ce pas? Alors moi, je vois tous les signes qui me montrent que aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. La tâche est facile. Ce sera encore mieux. La tâche est facile pour le conseil que vous dirigez. La tâche est facile parce que nous analysons les faits. Vous voyez, nous n'inventons pas. Nous analysons les faits et nous trouvons que, de toute façon, comme je vous dis, tous les outils mis en place, les instruments qui nous apportent la paix sont là. Donc, l'unité est suffisamment maintenue aujourd'hui. Voilà. Sans du tout vouloir entrer dans... m'ingérer dans le travail que vous faites, est-ce qu'on peut savoir certains points essentiels que contient votre cahier de charge au niveau du Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation? Les missions que nous avons aujourd'hui dans le Conseil de l'unité nationale et de la réconciliation sont prévues par une loi organique. D'accord. Elles sont tellement nombreuses que je ne pourrais pas les citer mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le Conseil national pour l'unité nationale a l'œil partout où la question de l'unité nationale se pose. Donc, vous comprenez donc l'ampleur du travail. L'unité nationale n'a pas de limite pour voir ce qui se passe et pour prévenir le gouvernement, pour prévenir les autorités que par ici, par là, il faudrait rectifier, il faudrait ceci. Nous avons beaucoup de travail. En vue de garder une bonne ligne. Oui, donc c'est vraiment fastidieux de détailler les activités, les actions que nous menons aujourd'hui. Tout à fait, il n'y a pas beaucoup de temps, hein. On ne va pas s'y attarder. Et sinon, la mise en place du conseil que vous présidez, serait-ce une valeur ajoutée à la préservation de l'unité et la réconciliation nationale des Burundais? Absolument, c'est une valeur, c'est en plus, parce que dans toute activité de l'État, il faudrait y avoir des garde-fous. Comme la loi, il y a les magistrats pour faire appliquer la loi. Vous voyez, alors pour l'unité aussi, il faut un conseil pour avoir l'œil sur tout ce qui se passe, qui pourrait perturber cette unité nationale, c'est un plus, absolument. Oui. Un mot à placer. De votre part, Tassian Sibomana, acteur politique de l'opposition, est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à la mise en place des mécanismes visant la consolidation de l'unité nationale et la réconciliation au Burundi, notamment le conseil et l'observatoire, dirigés respectivement par l'ambassadeur Guillaume Elzovio et Jean de Dieu Moutawazi, ici présent. Tassian. Merci de la question, mais permettez-moi, avant de faire mon intervention, de penser d'abord aux promoteurs de la charte. Je pense que demain, on va célébrer l'anniversaire de la charte de l'unité nationale en pensant à feu président Buyoya, qui fut l'un des grands artisans de cette charte. Je passe. Pour répondre à votre question, effectivement, comme mécanisme prévu par la Constitution et l'accord d'Arusha, ils sont là. Vous parlez du Conseil national
pour l'unité Et la réconciliation. Vous parlez de l'Observatoire national pour la prévention et la lutte contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Ils sont là. Mais si je reviens à la question que tu venais de poser à mon professeur, excusez-moi, Rosovio, il y a moyen de leur demander, et j'ai la chance de les avoir tous les deux sur ce plateau, il y a moyen de leur demander quelles sont les actions concrètes, justement, qui sont en train d'être menées par les deux mécanismes pour faire asseoir l'unité nationale. Guillaume Rosovio a dit que l'unité nationale est là, la paix est là, la sécurité. Oui. Je pense que le débat d'aujourd'hui ne concerne pas ce sujet, mais sinon, s'il fallait débattre de cela, je crois qu'il y a de la matière. Justement, c'est ce que je voulais dire. Mais quand il dit qu'il y a la sécurité et la paix, ça serait trop bon pour être vrai. Mais l'unité nationale, je me rappelle même que même les détracteurs d'alors aimaient remettre une question intéressante sur table. La question de l'unité nationale n'est pas un slogan. Qu'est-ce que vous voulez Elle dire doit par être slogan? matérialisée par slogan. des faits, par des paroles, par des gestes. Alors, j'aimerais entendre nos deux présidents des deux mécanismes nous dire concrètement, au niveau des actes qui sont posés par ces deux mécanismes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour rassurer les Burundais, justement, que les âpres de la violence, les âpres de génocide, les âpres même de la version raciale, qui est une infraction prévue et réprimée par le Code, ne peuvent pas ressurgir, ou ne sont même pas légion aujourd'hui. Tout ce que je peux dire par là, et en conclusion peut-être... Vous avez des craintes? Je pense que... Il y a des situations... Je peux l'affirmer que, justement, cette politique nationale a joué un rôle important. Tout au moins au niveau de la base, au niveau de la population non instruite. Instruite, oui, d'une certaine manière, mais totalement. Mais je peux le dire sans embâche qu'au niveau de la population rurale, cette question a pris quand même des assises assez sérieuses. Pourquoi je le dis ? Si cette question n'avait pas pris des assises... Le problème se pose beaucoup plus au niveau de la population instruite, selon vous. Oui, au niveau des spéculateurs politiciens que peuvent être certains d'entre nous. Ou d'autres qui ne sont pas ici. Vous-même y compris. Pourquoi pas? Oui, peut-être. Mais de toute façon, au niveau de la population rurale, comme je le disais, il y a de quoi être satisfait. Sinon... S'il n'y avait pas cette politique qui avait commencé à être implémentée, je pense que les risques ne sont pas évitables. Il y a des risques quand même qui sont notables, mais où, justement, grâce à cette politique de l'unité, la population résiste, même à certains enseignements, même à certaines sollicitations. Mais au niveau de certains actes, je pense que les deux mécanismes ont encore du pain sur la planche. Et quelle serait alors votre lecture par rapport à l'unité nationale aujourd'hui? Vous parlez de la situation d'il y a 30 ans. Ce n'est pas d'il y a 30 ans. Autour de 1991, 93 et aujourd'hui. Je vous parle même du cas très récent. Hier, j'écoutais le président Sylvestre Ntibantunganya dire que si cette question n'avait pas déjà produit ses effets, la crise de 2005 aurait laissé beaucoup plus de dégâts. 2015. Il ne croyait pas si bien dire. Moi-même, je suis de son avis. Si cette question n'avait pas produit les effets escomptés, non fût-ce qu'au niveau de la base, écoutez, le dérapage pouvait arriver en 2015. Alors, quand vous dites que
donne mon avis sur l'état actuel de l'unité nationale, il y a lieu d'être satisfait. Encore une fois, je précise bien, au niveau de la population rurale, ils ont bien appréhendé l'importance de l'unité, plus que la plupart des instruits. Et pourquoi pas même des gestionnaires de l'État. Parce que justement, au niveau des faits, au niveau des paroles, plus par rapport ils aux sont plus gestionnaires en de l'État. avance que nous. La population rurale est plus en avance que nous. Mais qui devrait être, Alors que justement, c'est là où je voulais en arriver. Je te sens venir. être modèle par rapport à Alors l'autre. que je parle de ces deux présidents qui sont devant nous. Président Je du parle Conseil, de président mon du Conseil, professeur président de Rizobio, l'Observatoire. président du Conseil, Moutawazi, président de l'Observatoire. Il devait servir d'exemple, d'abord. Parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu ne vis pas Est-ce qu'ils toi-même. ne servaient pas d'exemple? Je leur demande d'être... S'ils le sont déjà, ils n'ont qu'à le faire davantage. Et s'ils ne le font pas, ils n'ont qu'à le faire. Moi, je ne fais que des analyses. La population, ceux qui nous écoutent, sont là pour évaluer si nos deux messieurs, nos deux présidents, dans leurs faits et gestes, sont réellement des modèles, des références pour l'unité nationale. Monsieur Mais sinon, Tassien. pour terminer, Merci. je pense que vous entendez vous-même qu'il y a certaines expressions qui commencent à verser dans ce qu'on peut qualifier d'aversion raciale, conformément au code pénal. Combien de fois ces deux présidents ont condamné, ne fût-ce que ces expressions? Combien de fois ces gens ont pris le bâton de pèlerin pour aller enseigner à la population comment vivre dans les faits, dans les paroles de l'unité nationale? Parce que je crois que dans leur mission, est-ce qu'ils en tant que doivent conseil... vous faire signe, attention, qu'ils vont quelque part dans les collines, Mais enseigner? les radios sont là pour le faire. Oh, il y a même des choses inutiles qu'on nous fait écouter. J'aimerais qu'on nous raconte que mon professeur Zobio, président du conseil, mon ami Moutawazi, président de l'Observatoire, sont en train d'enseigner sur toutes les collines là, comment vivre l'unité nationale. Réaction de Jean de Dieu Moutawazi, président justement de l'Observatoire pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Patient dit beaucoup de choses. Vous allez enseigner cette unité nationale et vous devriez être un modèle et il a des craintes. Peut-être qu'il a des craintes, mais je trouve que ces craintes ne sont pas fondées parce que normalement, il est au courant que les deux institutions, les deux conseils tirent leur existence des accords d'Arusha et ils ont été mis en place pour qu'ils puissent servir, je dirais, de mécanismes qui accompagnent le gouvernement, de mécanismes qui conseillent le gouvernement, mais aussi des mécanismes qui puissent avoir dans leur programme des programmes de sensibilisation à l'unité, à la cohésion sociale, à la justice sociale. Et vous le faites? Oui, nous le faisons. Peut-être probablement que lui n'a pas encore été invité dans les différents ateliers que nous animons, mais je peux lui promettre que... Je ne vous serai pas utile. Mais je peux lui promettre qu'au prochain atelier que nous allons organiser, je vais l'inviter. Et je vais aussi l'inviter peut-être à essayer de nous suivre de plus en plus. C'est ça. Alors, pour revenir au thème qui nous réunit, l'unité nationale, nous devons non seulement observer l'origine de cette charte de l'unité que nous avons votée il y a 30 ans, mais d'où est-ce que ce besoin d'avoir une charte est venu? Alors, si nous reculons notre regard dans le Burundi ancien, alors on voit que les différentes tueries, les différentes atrocités de masse depuis 1965 avec les députés qui ont été assassinés, le paroxysme des atrocités de masse de 72, etc., même ce que je peux appeler les événements d'Onega Marangara, on voit que
on voit que l'unité nationale a été perturbée et principalement par les acteurs politiques. Mais que la base, la population, normalement, était unis dans leur diversité ethnique et clanique. Là, vous convergez avec Tassien. Oui, je suis avec Tassien. Alors, en reculant encore avant la colonisation... Mais qui devrait finalement être un modèle par rapport à... En reculant pendant la période d'avant l'indépendance, sous la colonisation, on voit certains mécanismes de diviser pour régner qui ont été pratiqués par le colonisateur en voulant politiser ce que j'appelle les ethnies, parce qu'ici au Burundi, en réalité, nous sommes un État-nation, nous parlons la même langue, les gens cohabitent sur les collines ensemble, ils ont la même langue, et même avant le colonisateur, on priait même le même Dieu avant les églises catholiques, protestantes, etc. Alors donc, l'unité était effective. Alors, mais après, on a remarqué que l'unité a été perturbée jusqu'à entraîner des tueries entre nous. Alors, c'est sûr que nous avions besoin de ranimer encore ce sentiment, de se sentir que nous sommes les mêmes fils et filles d'une même nation. Mais après avoir voté, vous savez que la charte de l'unité a été votée massivement, plus de 85%, presque même 90%. Oui. On a remarqué que juste après, avec les élections de 93, le président Dadaye et même la plupart de ses collaborateurs ont été assassinés. Une grande masse de la population, par ailleurs. Même la guerre civile a pratiquement duré 10 ans, de 1993 à 2003. Alors, pour un observateur simple comme un Burundais qui l'observe, devant un chef d'État qui était Hutu de Muramvya et qui avait gagné les élections, face à un état-major qui était presque à 99% Tutsi de Bururi, alors on voit que ce vocable d'unité nationale était resté presque un slogan. Quelques questions, peut-être parenthèses. Monsieur Mutabazi, vous parlez de Tutsi de Bururi. Tutsi, Bururi, ça vous fait mal? Non, ça ne fait pas du tout mal. C'était la réalité. Parce qu'on avait un régime depuis Michombero, Bagaza, Buyoya, leurs états-majors, quand vous les observez, c'était vraiment homogène. Une autre question, peut-être parenthèse aussi. Tout à l'heure, M. Tassien Sibomana évoquait le nom de l'initiateur de cette charte nationale, de cette charte de l'unité nationale, en la personne de feu président Pierre Buyoya. Donc, initiateur selon lui, on devrait se souvenir en commémorant ce 30e anniversaire de la charte. En parlant de cet état-major depuis Michombero, Bagaza, Buyoya, etc., et en disant que ces initiateurs, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ces initiateurs de l'unité nationale le disaient en slogan, et même nous, dans la campagne du Frodebo, à l'époque, on disait « Karakarimi ». C'est-à-dire, on le dit, mais on ne le pratique pas. Alors, pour que cette unité nationale puisse être effective, nous devons l'accompagner de certaines valeurs. Les valeurs de démocratie, les valeurs de justice sociale, les valeurs de cohésion sociale et les valeurs pour bâtir un véritable état de droit, les valeurs de justice. Aujourd'hui, alors, on est en train d'accompagner cette charte de l'unité nationale par ces valeurs que vous évoquez. Oui, c'est-à-dire que nous devons pouvoir rendre effective l'unité que nous voulons. Il faut qu'elle soit effective, comme Tassien le disait. On voit que les populations à la colline vivent l'unité au quotidien. Ils vivent l'unité au quotidien. Mais quand on va vers l'élite, vers les politiciens, on voit que certains ont des comportements
je dirais, contre la démocratie, contre certaines de ces valeurs dont j'étais en train d'évoquer. Donc, aujourd'hui, moi, comme président de l'Observatoire national contre le génocide, contre les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, nous observons la conduite de la population burundaise et même, surtout, le langage. Nous essayons de faire un monitoring des langages de certains, et quand nous sentons qu'il y a des paroles qui sont en train de verser dans le racisme, dans l'extrémisme, nous avons nos méthodes de travailler, et qui qu'il soit, quand ils commencent à dire des mots qui peuvent raviver les divisions, nous essayons de le conseiller pour qu'il soit ramené à la raison, qu'il soit au Burundi ou même à l'extérieur. En tant que président actuel de l'Observatoire pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, vous estimez que les autorités publiques actuelles font mieux que ceux précédents, donc de ces années 90, 91, je peux dire, dans la consolidation de cette unité? Je peux dire, en suivant le discours aujourd'hui, quand on suit par exemple le discours de son Excellence le Président de la République, quand il dit par exemple que c'est nécessaire que chaque Burundais puisse avoir à manger et de l'argent dans son portefeuille, ça vous renvoie à une certaine justice sociale. Ça vous renvoie au développement. Parce que comme disent l'adage burundais, Munda halal inzara, hakazinduka inzigu. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à traduire. Mais comme aussi il aime le rappeler, il tient à instaurer un état de droit où chaque Burundais, aucun Burundais ne peut être au-dessus de la loi, et tout Burundais doit se sentir protégé par la loi. Donc, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui contribuent à consolider l'unité nationale. Des cas de tuerie, c'est une petite question. Des cas de tuerie sont rapportés ça et là dans le pays. Des réfugiés burundais, des exilés politiques, cela reste en tout cas une réalité. Est-ce que cette situation, ça n'inquiète pas, selon vous? Vous savez très bien qu'il y a des rentrées massives des réfugiés. Ils rentrent massivement. Je pense que vous le suivez régulièrement sur les médias, les images. Il y a des camions qui prennent les réfugiés donc sur la frontière, qui viennent de Rwanda, de la Tanzanie, mais également pour les cas des tueries dont vous êtes en train de parler. On ne peut pas avoir un pays où il y a zéro criminalité. Vous irez en Afrique du Sud, vous irez aux États-Unis ou ailleurs. Et de façon ce sont des cas de criminalité. Et de façon générale, des défis, selon vous, sont lesquels par rapport à cette unité nationale? Les défis, il y en a. Et c'est une question commune pour tout le plateau. Les défis, il y en a. 2015, vous avez vu ce qu'il y avait. Il y avait des gens qui voulaient prendre le pouvoir en passant par des coups de force. Ça veut dire que ces gens-là, comme certains politiciens, ils voulaient accéder au pouvoir politique et même économique en passant par des chemins prohibés par la loi. Donc il faut que les gens aujourd'hui, surtout les politiciens, apprennent quand ils se plaignent pour quelque chose, il faut qu'ils passent par les voies indiquées par la loi. La Cour constitutionnelle est là, les juridictions compétentes sont là. Donc, parmi les défis, aujourd'hui, tout le monde doit accepter de respecter la loi. Les défis, Adrien Sibomana, président du Conseil national de Washinganhai. Des défis par rapport à cette unité nationale, 30 ans après la signature de cette charte en 1991. Oui, j'aimerais d'abord m'exprimer par rapport à ce que M. Mutabazi appelle le slogan. L'unité nationale, après l'adoption et même avant l'adoption de la charte, n'a jamais été un slogan. Ça a toujours été plus qu'un slogan. Et d'ailleurs, dire que avant 1993, rien n'a été fait pour l'unité nationale, ça serait... Trop dire. Pas trop dire.
ça serait nier la réalité, parce que probablement qu'ils ne seraient même pas là. Alors, je vais vous donner un exemple, M. Moutawadi. Quand vous parlez d'une armée monoethnique qui, en 1993, n'était pas encore changée, qu'est-ce qu'il faut? Combien d'années faut-il pour former un sous-lieutenant? Minimum 5 ans. Si vous l'engagez en 88, en 93, il était peut-être sous-lieutenant. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire qu'en 93, il n'y avait aucun Hutu à l'armée ou de Mouranda, même parmi les officiers? Moi, je suis mathématicien, je me parlais par les chiffres. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y avait 0 ambassadeur Hutu, comme ça a été à une certaine époque? Monsieur Moutawazi, vous savez très bien, quand il y a eu des partis d'opposition, il y a des gens qui s'y sont opposés, qui ne voulaient pas le multipartisme. Mais si vous vous en souvenez, le gouvernement, je le dis parce que j'étais chef de ce gouvernement, a même octroyé des jeeps pour les partis de l'opposition. Les mêmes jeeps que celles dans... C'est le gouvernement qui a octroyé C'est les le véhicules. gouvernement, pour les aider, pour dire, écoutez, il y a une opposition, mais elle est tellement faible que, bon, il faut quand même l'aider pour qu'on se batte, pas à force égale, mais au moins à certains points de vue. Donc, il y a quand même eu des gestes, des actions concrètes. Moi, je pense qu'il faudrait, pour dire que ce n'était qu'un slogan, peut-être aller vers les statistiques, aller peut-être vers les faits complets. Et il y a aussi des choses non quantifiables. Quand il y a eu des massacres à l'intérieur du pays, combien de Hutus se sont opposés à ce que des Tutsis soient massacrés? Ce sont des faits non quantifiables. Combien de gens ont protégé d'autres réciproquement? Je ne parle pas seulement des Hutus. Donc, je voudrais mettre un bémol à ce que vous appelez slogan. Et évidemment, on ne peut pas tout accomplir avec une baguette magique en une fois. Maintenant, les défis. Vous savez, la société humaine, je suis toujours surpris quand je vois la balance chez les avocats ou au ministère. C'est 2 plateaux. Un qui peut vous amener à gauche ou à droite, dans le bien ou dans le mal. Mais ça devrait être à un même niveau. L'équilibre. L'équilibre, oui. Maintenant, je ne sais pas si ça penche à 15 degrés vers le mal, ou à 30 degrés, ou à presque 0 degré. Mais je crois qu'il existe toujours des défis. Parce que ça peut même être en équilibre aujourd'hui. Et il peut y avoir un vent qui peut être dangereux. C'est pour cela que je crois que les 2 institutions, c'est pour la veille. C'est comme les Bagnézamu. Et le gouvernement doit aussi toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux prétextes de désunion. Donc, l'unité nationale, comme je l'ai dit, c'est un idéal. On ne l'atteint jamais à 100%. Mais il y a un mais. Oui, il y a un mais. Mais on doit continuer à y travailler et à veiller. Et pour moi, je crois sincèrement qu'un des défis aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, la situation économique n'est pas bonne. Et quand la situation économique n'est pas bonne, c'est toujours un prétexte pour certains de se désunir. Alors, c'est par exemple un des défis à l'unité nationale. Demain, ça pourra être des divisions entre les riches et les pauvres. Demain, ça pourra être des divisions entre les instruits et les non-instruits. Donc, il faut veiller à ce que la division ne provienne de nulle part. Il y a 2 intervenants ici, Tassian et Jean de Dieu, qui convergent que le problème se trouve beaucoup plus au niveau de la population instruite que la population rurale. C'est votre constat aussi?
Moi, je ne peux pas l'affirmer parce que j'ai quand même vécu dans ce pays depuis 1953. Donc, tous ces événements, quand ils ont eu lieu, j'étais intelligent. Donc, je peux comparer. Au niveau de la population rurale, il y a eu des basculements. Mais maintenant, je crois qu'ils commencent à découvrir, qu'ils ont découvert que l'unité nationale doit absolument régner entre eux parce que ce sont les plus vulnérables. Mais au niveau des gens instruits, M. Tassien, je pense qu'il faudrait aussi que je mette un bémol de votre côté. Je crois que c'est un peu exagéré de dire qu'au niveau des instruits, l'unité n'y est pas ou qu'elle est moins forte que chez les non-instruits. Il y a des intérêts peut-être. Il peut donc y avoir des prétextes pour parvenir à ces intérêts en s'appuyant sur cela et cela. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas. Et la preuve, vous ne verrez pas dans ce journal aujourd'hui, comme il y a quelques années, qui va prôner la division, qui va mettre tout le monde. Vous ne verrez jamais un seul politicien dire publiquement. Si le CNC jouait correctement ce rôle, on pourrait en trouver. Tassien, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à ces défis dont on est en train de parler? C'est pas ajouter, je voulais vraiment tranquilliser Honorable Sibomana sur l'aspect. Je n'ai pas parlé de tous les intellectuels, loin de là. Mais je suis encore une fois prêt à le répéter. Les mauvais instigateurs sont toujours les intellectuels. Justement pour ces raisons de calcul. Politicienne, de calcul politicien. Il a dit qu'à un certain moment, même la population rurale peut basculer. C'est sur sollicitation. Des intellectuels. Oui, franchement. Et quelque part, la population n'a pas le temps et n'a même pas, à la limite, le niveau requis pour mesurer les tenants et les aboutissants de ces sollicitations. Elle n'a pas ce temps. Elle est presque prise au dépourvu, elle est sollicitée d'une façon ou d'une autre pour des calculs des instruits ou même des semi-instruits. C'était pour tranquilliser. Ce n'est pas vraiment du tout une globalisation que j'ai faite, loin de là. Je sais qu'il y a de très bons qui croient et qui vivent l'unité nationale, aussi bien chez les intellectuels, chez les instruits, mais en grande majorité la population rurale. Mais toujours, le mauvais exemple vient d'en haut. Je reviens au défi. Le défi majeur, numéro 1, c'est toujours le manque de volonté politique. Quand il n'y a pas de volonté politique, même la population rurale, justement, est instrumentalisée et elle peut basculer dans tous les sens. Donc, tout ce qu'on peut envisager, tant qu'il n'y a pas de volonté politique, le reste ne sera qu'en l'heure. Deuxième défi, c'est quand même l'orgueil de soi, le respect de soi, de ces gens qui sont nommés dans les différents mécanismes qui doivent veiller à l'unité nationale, comme le disait si bien Honorable Sibomana. Pour veiller au respect de l'unité nationale. Est-ce que réellement, il s'implique, il montre l'exemple pour justement asseoir l'unité nationale? Ça, c'est aussi un autre défi. Mais ce ne sont pas tous. Je te donne un exemple. J'ai posé la question à nos deux responsables du Conseil national et de l'Observatoire qui sont ici. Ils m'ont dit que peut-être je ne suis pas à leurs activités, mais tout au moins j'écoute les radios. Si jamais ils organisaient des ateliers de sensibilisation, au moins une fois ça m'aurait tiqué à l'oreille. Donc pour dire que quelque part ce n'est pas une mauvaise information de ma part ou ce n'est pas un manque de suivi, c'est que quelque part il y a une activité. Je donne un autre exemple. Je suis désolé. Ce que fait la CVR, est-ce que la CVR aujourd'hui,
Commission Vérité et Réconciliation. Commission Vérité et Réconciliation. Si vous regardez les missions qui lui étaient dévolues par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, est-ce qu'elle fait correctement son travail? Vous êtes déçu? Je suis totalement déçu, je ne suis pas le seul. J'ai la chance de le dire parce que j'ai le micro. Mais si vous faites un micro balader, vous en aurez par milliers qui sont déçus. Parce que justement, en lisant l'accord d'Arusha, la CVR fait autre chose. Mais il y a aussi des, des milliers qui sont favorables. Au Cameroun, une fois, ils ne sont pas bien informés sur les missions de la CVR. Dans le sens justement de faire asseoir cette réconciliation, cette unité nationale. Si tout le monde était bien informé des véritables missions, la majorité serait déçue. Parce que le risque, c'est lequel? On risque d'aboutir au contraire de résultats escomptés par ceux qui ont conçu et signé l'accord d'Arusha. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'autre défi, c'est un problème qui est observable chez certains dirigeants, ici comme ailleurs, vouloir faire table rase du passé. Il y a des systèmes qui veulent faire croire à l'opinion, en parole et même au niveau des actes, que tout ce qui n'a pas été fait de leur temps est mauvais. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je voulais insinuer le fait que même un système qui est installé, peu importe la façon, au trône d'un pays, l'honnêteté intellectuelle et même le sens de l'État oblige que vous tirez les meilleurs exemples de vos prédécesseurs. À la limite, vous pouvez les ramener tels que, ou vous les améliorez, mais vous gardez au moins ce qui est positif. Il ne faut pas faire la table rase du passé croyant que les autres ont mal fait, sauf vous. C'est aussi un problème, un défi à cette unité nationale. Et l'autre dernier défi, je ne reviens pas sur la situation socio-économique dont a parlé l'honorable Sibomana, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Et c'est d'ailleurs ça qui empêche à certains dirigeants de céder au pouvoir. Alors si vous versez dans l'égoïsme, le ego, le moi, vous oubliez qu'il y a des autres à côté. Vous risquez justement de fausser cette justice sociale dont parlait Mutabazi. La justice sociale, c'est quoi? C'est le partage du gâteau national. C'est ce qu'on appelle la justice distributive. L'acteur politique Tassian, oui. Il voudrait toucher sur ce gâteau national. Ce n'est pas nécessairement moi. Pourquoi pas? Je suis burundais comme tous les autres. Mais je le dis de façon générale. Il faut savoir que si un groupe, ou même un système, je dis un système, c'est pour vouloir dire un régime X, se croit seul détenteur du gâteau national, écoutez, l'unité nationale deviendra à l'heure. Parce que la justice sociale ne sera pas une réalité. Voilà pour moi les principaux défis auxquels l'unité nationale fait face. Rendons-nous chez le président du Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation, Monsieur ambassadeur Guillaume Ruzovio. Je ne sais pas si il y a d'autres défis, selon vous, qui ne sont pas évoqués, qui ne sont pas encore évoqués. S'il y en a, vous les énumérez et vous allez y aller directement avec des propositions. Je vous remercie. Je crois que en faisant le tour de table, presque tous les défis ont été mentionnés. Oui. Mais il y a un défi que M. Tassien vient d'évoquer qui me trouble un peu. Quand il parle de manque de volonté politique. Un gouvernement, comment est-ce qu'un gouvernement peut faire preuve d'un manque de volonté politique alors qu'il a mis sur le pied des mécanismes il a placé ça en première ligne de ces défis. C'est un principe. Il ne faut pas qu'il passe au système actuel. Je sais qu'il est très attaché là. Mais non. Je parle des principes. Laissez-le parler. À vous la parole. Non, je crois que même les gouvernements qui sont passés, qui ne faisaient pas vraiment preuve de beaucoup d'impartialité, de justice sociale, eh bien, ils prétendaient
et faire preuve de volonté politique. Quant à Entendre aujourd'hui, la réalité, c'est oui, deux choses c'est différentes. ça. Donc, je voulais vous reprendre sur cette question, n'est-ce pas? Et je crois que vous comprendrez. Quant aux défis, monsieur le journaliste, les défis ont été tous presque mentionnés, mais le travail, le défi de la question de l'unité ce sont des défis quotidiens. On ne peut pas énumérer les défis. Il y en a même qui ne sont pas encore nés. Vous comprenez? Donc, les défis, il y en aura toujours. Et il faut qu'il y ait toujours des veilleurs, comme monsieur le ministre l'a dit. Donc, énumérer d'autres défis, ce n'est pas la peine. La question de l'unité nationale, c'est une question nationale que tout Burundais doit mettre dans son cœur. Vous connaissez l'expression universelle que M. Federico Mayor a dit, que la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les mécanismes de la paix. Donc, c'est une question de sensibilisation permanente, quotidienne et de responsabilité, aussi bien des dirigeants que des dirigés. Donc, ce n'est vraiment pas la peine de s'étendre autrement. Et vous pouvez alors y aller directement. Sans doute qu'il y a des opportunités et il y a aussi ce qui doit être fait, pour mieux consolider cette unité des Burundais dont la charte a été signée il y a 30 ans. Les opportunités, il y en a. Il y en a. Déjà, nous, moi et mon ami Moutabazi, malgré qu'il croit qu'on ne travaille pas, on est là, on travaille. Ce sont des opportunités. Nous sommes là, nous sommes des veilleurs pour l'unité nationale. Déjà, c'est une opportunité. Vous avez la grande mission de veiller. Nous avons c'est ça. Même s'il n'y croit pas, M. Tassé. Non, alors, je vais être rassuré seulement, sinon je vous crois. Alors, les opportunités, il y en aura tellement. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même aussi que nous sommes en train de retourner dans un système démocratique où M. Tassé, comme d'autres, pourront s'exprimer et donner d'autres canaux pour mieux asseoir l'unité nationale, vous comprenez? Alors, les opportunités, on a tellement dans un esprit de démocratie, dans un pays démocratique où chacun devra absolument trouver quelque chose à en plus pour que cette unité-là persiste et se consolide. Voilà. Donc moi, je ne vais pas me perdre dans d'autres considérations. Les opportunités, il y en a beaucoup. Il faudra qu'on les exploite tout simplement. Et vous le promettez en tant que président du Conseil. Je suis sûr que même Moutabazi dira la même chose que moi. Même chose, Jean Dodieu Moutabazi, président de l'Observatoire. Ce que je peux vous dire, c'est que les institutions, comme celles que nous dirigeons, elles n'existaient pas seulement au Burundi. Partout, dans tous les pays qui ont connu des problèmes de crimes, d'atrocités de masse comme le Burundi, il y a ce genre d'institutions pour essayer toujours d'être un observatoire, un œil vigilant pour toujours observer la société. Surtout que quand il y a certains mauvais politiques commencent à utiliser des langages de division, il faut rapidement qu'ils soient ramenés à la raison. Sinon, comme j'ai la parole, peut-être que je me suis fait mal comprendre par l'honorable Sibomana Adrien, quand je parlais des gens qui utilisaient le mot de l'unité comme slogan, j'ai pointé du doigt les gens qui ont trempé de près ou de loin, 2 ans après seulement, après 91, les gens qui ont trempé dans l'assassinat du président Dada et ses collaborateurs. Parce que là, vraiment, c'était l'intolérance politique et il y avait des signaux qui montraient que ces gens-là étaient utilisaient le mot de l'unité comme slogan. Donc, pour être précis. Et en revenant sur le cas que Tassien disait, d'écocentrisme ou de quoi, il faut quand même reconnaître des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a des belles images quand tu vois au gouvernement qu'il y a plus de, je dirais, aux environs de 3 partis, les gens de la société civile, ou bien quand vous voyez l'image que nous avons vue au début de l'année, où tous les chefs de partis politiques étaient réunis
à Nare, alors que il y avait de l'intolérance politique aux États-Unis. Cela, ce sont des images qu'il faut encourager. Je vois que Tassien, avec son sourire ironique, tout comme toujours, il est toujours négatif. Il a un sourire qui ne vous rassure pas. Oui, mais les images que nous avons vues à Nare, c'était vraiment des images très positives. Il y avait le discours du chef de l'État, le discours des gens de l'opposition, puis le partage d'un verre. Et ça, c'est même c'est un signe très éloquent du niveau de tolérance qu'il y a aujourd'hui. Alors, mais nous devons aussi reconnaître que la question du partage du gâteau, ce qui est important, c'est d'avoir les conditions pour que chacun puisse vivre honnêtement. Sinon, quand vous regardez le nombre de décrets ou bien le nombre de décrets qu'il y a, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Donc, ce que moi je dis, parmi les grands défis, il faut qu'il y ait des conditions optimales pour que la population puisse vaquer à leurs occupations et que tout homme qui veut entreprendre ne puisse avoir aucun blocage illégal. Donc pour moi, ce qui est plus important, donc je reviens aux grandes valeurs qui doivent accompagner l'unité nationale pour qu'elle soit effective, c'est la cohésion sociale, la justice sociale, l'état de droit et le développement. Vous semblez attaché à cette mission de veilleur pour bien consolider cette unité nationale. Est-ce que, M. Tassien, vous êtes rassuré? Et soyez bref. Je garde toujours ma soif. Je commence par... par où Moutawazi vient de terminer. Non, on vous montre l'eau parce que vous dites que vous avez soif. J'en ai bu un peu, je vais en rajouter deux. Quand Moutawazi dit, et c'est heureusement qu'il fait une référence que je vais exploiter. Tu parles de gâteau national, que c'est Moutawazi. Vous êtes des veilleurs. Oui. Avec mon professeur Zovi, comme deux responsables des mécanismes de veille. Ce n'est pas difficile de faire. Je vois que le recensement ethnique est devenu à mode. Faites le recensement des directeurs des hôpitaux dans ce pays. Faites le recensement des directeurs des écoles secondaires. Faites le recensement des directeurs des provinciaux de l'agriculture et de l'élevage. Vous allez me dire comment vous veillez au respect de l'unité nationale. Parce que tantôt on disait le gâteau national. C'est ça que vous appelez le partage du gâteau. Et ça, c'est politico-ethnique. Ce n'est même pas ethnique seulement. Donc, selon vous, il y en a qui donc, vous comprendrez que ne goûtent pas là où je ce vous gâteau. disais que vous avez encore du pain sur la planche, essayez quand même. Il y a toujours du pain sur la planche. Et surtout, ce n'est pas la mission de veiller seulement. Dans vos missions, je sais qu'il y a la mission de conseiller, faire des propositions au gouvernement sur la façon de conduire, d'asseoir la politique de l'unité nationale, de comment lutter, prévenir les crimes de génocide, les crimes de guerre contre l'humanité et autres. Je sais que dans vos missions, des propositions comme celle-là figurent dans l'ordre du possible. Alors, donc je vous fais des références. Faites votre travail et vous allez nous dire combien la justice sociale est en train d'être une réalité par le temps qui court. L'autre proposition que je voulais faire, c'est justement mettre en application ce que les Burundais se sont convenus. N'allez pas me dire que ceux qui sont allés à Arusha faire 2 ans en négociation ont perdu leur temps. Et ce qu'ils ont convenu ne vaut pas la peine d'être appliqué pour faire asseoir cette unité nationale. Voilà un autre exemple où, de façon matérielle, on avait voulu évoluer vers la mise en application de la charte, parce qu'à un certain moment, on accusait la charte d'être une doctrine, d'être une Bible qui n'a pas de force contraignante, parce qu'elle n'est pas traduite dans les faits. Avec l'accord d'Arusha, on donnait des propositions pragmatiques quant à la mise en application de certaines dispositions de la charte.
veillez, monsieur le président du conseil de l'observatoire, à faire respecter cela. Merci. Parce qu'on risque, c'est que l'accord d'Arusha est en train de Merci, sauter, Tassien. de voler en Un appel de la part de Tassien est Tassien prisonnier des Sibomana, pourcentages. acteur politique de l'opposition, des promesses de la part de Jean de Dieu et Guillaume qui semblent rassurants. Et est-ce qu'on peut avoir un conseil de la part du président du Conseil national de Bashingana et Adrien Sibomana? Oui, d'abord, je suis un peu peiné quand on parle du gâteau que les citoyens sont en train de partager. Ça me donne une image, c'est peut-être parce que je suis vieux que On prend un certain temps sur ce gâteau. Les vieux n'aiment pas beaucoup les gâteaux, mais franchement, je ne trouve pas l'image belle. Hein. On pourrait trouver autre chose. Bon, pour moi, franchement, la grande difficulté, c'est l'action socio-économique. Lorsqu'on commence à dire qu'il faudrait aller voir peut-être les directeurs des écoles, les directeurs des DPAE, etc., écoutez, l'objectif de l'État, ce n'est pas de donner de l'emploi. C'est de créer les conditions pour que les gens créent eux-mêmes ces emplois. Par exemple, si on avait trouvé un autre secteur, je ne sais pas lequel, où on faisait les statistiques, mais qu'il était privé, qu'est-ce qu'on dirait? Ça serait assez gênant. Donc je crois ce que les deux organes de veille pour l'international doivent faire, c'est aussi d'aller du côté socio-économique, vérifier, voir, conseiller, donner des idées au gouvernement. Mais surtout, je crois que le gros à faire, c'est de parvenir à élever le niveau de vie des gens pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Et même que l'État ne soit pas le bouc émissaire. Demain, on pourrait avoir des écoles complètement privées. L'État n'étant là que pour faire les programmes et tout. C'est comme le commerce. Aujourd'hui, il est privé. Mais dans le temps, vous vous souvenez, il y avait des magasins de l'État, des sociétés de l'État. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je voudrais donner. Évidemment, je n'oublie pas, j'aimerais conseiller à Tassien, de ne pas trop souvent employer ce mot gâteau parce que... Il aime les gâteaux. Très bien. Je ne les aime pas vraiment. Bon. De toute façon, tu serais le premier à sauter. Parce que ça donne une image des enfants affamés, un qui a eu des miettes, l'autre qui a eu le gros morceau. Enfin, peut-être c'est que le respect que je dois à mon aîné, que j'aime beaucoup, honorable Sibomana, permettez que je mette un peu de bémol. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais quand il y a des postes à pourvoir au niveau de l'État, il faut que ça soit pour tout le monde. Sauf des postes politiques, là, c'est autre chose. Le jeu est déjà joué. Mais honorable, pourquoi dans les sociétés privées, dans les ONG, le gouvernement veut dire faites ceci, on tend vers la fin de l'émission. Mais pour des postes de l'État, le gouvernement dit vous nous regardez. Moi, je pense que la solution... La solution à cette équation, c'est la compétition. S'il y a des postes, et je crois que les accords d'Arusha avaient bien défini qu'il fallait qu'on distingue les postes techniques et des postes politiques. Et alors, s'il y a des postes techniques, je crois que le maître mot, il faut mettre le meilleur. La meilleure personne à la meilleure place. Évidemment, il peut arriver que certains aient eu des avantages liés à l'histoire ou à quoi. En ce moment-là, on fait ce qu'on appelle affirmative action. De toute façon, dans tous les cas, l'accord d'Arusha prévoit comment il faut faire. Donc, si vous voyez qu'il y en a qui ont été très, très désavantagés, vous les mettez, mais aussi en respectant la compétition. Donc, pour moi, je propose qu'il y ait une compétition pas au gâteau, pas à manger le gâteau, mais à le fabriquer. Merci Adrien Sibomana. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de Bashingana. Merci d'être venu et de votre contribution à cette émission.
Merci aussi et merci à tous nos collègues qui ont fait que du choc de nos idées pourrait peut-être jaillir la lumière. Merci à vous, Jean de Dieu Moutawazi, président de l'Observatoire pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Merci d'être venu, merci de votre contribution. Merci aussi pour avoir pensé à nous inviter pour qu'on puisse exhorter tous les Burundais à donner leur contribution pour construire ensemble un Burundi uni, fort et pouvoir léguer un héritage de paix et de prospérité à nos enfants. Merci à vous, Tassian Sibomana, acteur politique de l'opposition. Merci de votre contribution. Vous êtes souvent des nôtres pour cette émission Mosaïque. Merci de m'avoir invité. Encore une fois, je pense que demain, on va célébrer l'anniversaire en pensant à feu président Bouya qui est un des grands artistes. Je sais que Zagene Moutawazi, c'est l'effort à faire comme président de l'Observatoire. Guillaume Merouzo-Villo, président du Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation. Merci aussi d'être venu. Je vous remercie beaucoup et comme je l'ai dit et je le répéterai toujours, la question de l'unité nationale est une question quotidienne pour laquelle on doit veiller tous les jours, nuit et jour d'ailleurs. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la Charte de l'Unité nationale qui a été signée il y a 30 ans, le 5 février 1991. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Aimé Toussaint Mitewuti pour la mise en onde, Dorine Ouimana et Désiré Nkurunziza pour la prise d'image, Jérôme Nyonzima pour la réalisation. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments sur Isanganiro. À la prochaine.